Merci à vous de nous recevoir aujourd'hui. Si on parle du premier appel d'offres APR 91, ça ne me rajeunit pas. Merci beaucoup, Luc, de faire ce point-là. Inergex, à l'époque, j'étais chez Boralex. Il faut retourner en 1991. Je vous dirais, c'était le tout début de notre industrie. Je regarde, je vois quelques faces familières des premiers temps, mais je vous dirais que ça a changé depuis les tout premiers balbutiements de notre industrie. Alors, pour nous, là, les premiers, puis bon, les Boralex, la famille de Patrick était là depuis le début. Richard, ton frère, était là avec moi les premières fois. Gilles Lefrançois, Jackie Cerceau, Lacpère a fait un résumé de ces bâtisseurs-là de l'époque. Alors, on était tout petits. Et puis, au Québec, on en vient un peu les marchés limitrophes. On avait l'Ontario qui avait eu un programme. En Nouvelle-Angleterre, il y avait le programme Pourpas. Et il y avait des projets de petites centrales hydroélectriques. Et puis, nous, ici, au Québec, on n'avait pas de possibilité de s'épanouir comme producteur indépendant. Ce n'est qu'avec l'APR 91 qu'on a fini par avoir un accès à signer des contrats avec Hydro-Québec et partir notre filière hydroélectrique. On ne parlait même pas de solaire à l'époque, un petit peu de biomasse et surtout pas d'éolien. Pour nous, l'éolien au Québec, à cette époque-là, c'était très éloigné. Alors pour nous, Inergex, on s'est créé de cette opportunité de signer des contrats avec Hydro-Québec. Je vous dirais qu'en secret, on se dit qu'Hydro-Québec nous donnait un peu un cadeau empoisonné. Ces petites centrales-là qui, à l'époque, on nous donnait le coût évité. Le coût évité de la baleine, 4,4 sous le kilowattheure. Et on nous donnait des tout petites centrales, des 2, 3, 4, 5 mégawatts. Alors, j'imagine qu'ils croyaient que notre industrie ne survivrait pas longtemps. On est 30 ans ici plus tard et on est en vie. Et on exporte à l'extérieur du Québec. On a des fleurons québécois, puis je suis content de partager le podium avec avec Patrick de Boralex. On est des entreprises qui ont grandi ici au Québec, puis qui rayonnent maintenant à l'extérieur du Québec. Alors, c'est un peu l'historique d'Inergex. On a fait des petites centrales au Québec. On a fait Saint-Paulin, qui était à l'époque 8 mégawatts. On a fait les Ports-Neufs, on a fait Bramptonville. Et notre joyau de l'époque, c'était les Chutes de la Chaudière, tout près d'ici, tout de suite à côté du pont de Québec. C'était une façon d'intégrer un projet hydroélectrique en milieu humain et c'était contesté pas mal, mais je pense qu'on a réussi à faire un projet qui était super bien intégré par la région et supporté par la région. C'est des bels exemples qui nous ont permis de grandir tranquillement et de sortir du Québec. Alors, c'était le premier appel-là du 91. Je vous dirais qu'à cette époque-là aussi, on a réappris à nos ingénieurs à penser petites centrales hydroélectriques parce qu'on avait fait des grands barrages avec Hydro-Québec, mais on avait oublié comment faire des petits projets compétitifs. Alors, nos ingénieurs ont dû se réadapter et faire penser, pas juste de faire des miniatures Baie James, mais de faire des centrales hydroélectriques compétitives de producteurs indépendants. Je vous dirais que les avantages pour Inergex, c'était de partir, d'avoir un créneau, d'être capable de partir de projets et de pouvoir les financer, parce qu'à l'époque, si tu n'avais pas de contrat, tu ne pouvais pas financer des projets. Le deuxième appel d'offres d'importance pour nous, c'était le premier appel d'offres d'éolien. Et là, je dois saluer la clairvoyance du gouvernement du Québec et avec Hydro-Québec de prendre un programme de 1000 mégawatts de l'époque et de construire ou de dessiner dans ce programme-là l'obligation d'avoir des jobs régionaux. Et la région était à l'époque la Gaspésie, un peu au sud de Matane. Et pour nous, on était en train de bider là-dessus. On a été un des grands gagnants avec Northland, M. Purgat, du premier appel d'offres. Mais ça, c'était le fun. Mais là, il fallait mettre en place toutes ces obligations-là qui incomberaient à notre sous-traitant GE d'installer à Matane. LM Glass Fiber a déplacé ses usines de Trois-Rivières à Matane. Pas LM Glass Fiber, excuse-moi, Marmen. Et LM a créé aussi son usine de Gaspé. Mais ça, c'était tout sur papier. On avait ça, on négociait ça avec GE pendant l'appel d'offres. Et pour nous, c'était je vous dirais,
c'était un beau challenge, mais on prenait des risques financiers énormes parce qu'on se fiait à GE pour faire ces investissements régionaux-là. Mais c'était à nous qui était finalement l'ultime problème financier si GE ne faisait pas ces investissements. Alors, mais ça a permis de mettre ça en place, d'avoir le cadre qui a amené après les autres appels d'offres un peu plus tard. Mais je vous dirais qu'on a contribué, Inergex, avec Northland, à établir les premières bases avec GE, comment avoir des investissements structurants en Gaspésie. Après ça, on a mis en service tous les projets de ce qu'on a appelé quartier, parce qu'on avait une co-entreprise à l'époque avec TransCanada, très, très, très bon partenaire depuis 2003. Mais on était très content de les racheter dernièrement, pas parce qu'on ne s'entendait pas bien, mais parce qu'on a toujours senti que l'équipe de quartier faisait partie aussi un peu d'Inergex. Alors, on était très content d'annoncer la transaction où on a racheté la part de TransCanada durant l'été de quartier. Aujourd'hui, Inergex, ça nous a permis, comme je vous explique, de grandir du Québec. On s'est retrouvé en Ontario, en Colombie-Britannique. Plus dernièrement, on est rentré en France, au Chili, et très fortement aux États-Unis. Alors maintenant, on gère un peu plus de 3000 MW. On en détient 2000 en propriété propre et on est en construction pour un autre 600 MW. On fait dans l'énergie hydroélectrique, l'éolien, le solaire et plus dernièrement aussi, ça c'est une acquisition, dans la géothermie. Alors, d'une petite entreprise québécoise de quelques mégawatts, on est devenu on peut dire une multinationale au sens où on est dans plusieurs pays, mais à l'échelle planétaire, forcément, on est un petit joueur. Il y a des joueurs énormes et on compétitionne avec des joueurs énormes, mais on sait être capable d'être compétitif et de gagner nos parts de marché un peu partout. Dernièrement, on a gagné 2 appels d'offres à Hawaï où on a proposé à l'utilité publique des projets de solaire couplés avec des batteries. Alors, on est très fiers de ça. Ce n'est pas des énormes projets, c'est 40 MW et 15 MW de solaire, mais ça amène une nouvelle technologie qui, je pense, va nous aider beaucoup, l'énergie renouvelable, à percer et être compétitif dans le futur. C'est la technologie des batteries. Alors, on a souvent reproché à l'énergie renouvelable d'être intermittent. Eh bien, la technologie des batteries, c'est tranquillement est en train de rendre très compétitif l'énergie renouvelable et d'être capable, éventuellement, de même donner de la capacité à nos clients. Alors là-dessus, je vous dirais que je dois remercier l'ensemble de l'industrie, de nos partenaires, parce qu'on a appris à faire des partenariats aussi avec les régions, avec les Premières Nations, et tous les intervenants que je vois ici, nos avocats, nos ingénieurs, on n'aurait pas pu faire ça tout seul. Alors, je vous remercie de ce soutien et je nous souhaite encore un grand développement dans le futur de notre filière. Merci. Mes confrères Michel et Alexandre, moi, je n'aurai pas de présentation. Moi, ça va être une slide, là. Parce que je vais vous parler un peu de Boralex, mais je vais me servir de cette tribune pour passer quelques messages. Il est certain, comme Inergex, l'APR 91 et les appels d'offres éoliens ont été des éléments clés dans le développement de Boralex au Québec. En fait, Boralex, comme bien d'autres développeurs, est né de l'APR 91. Dans le cas de Boralex, c'est Cascade Énergie qui, à l'époque, a commencé à s'intéresser dans un premier temps à la cogénération. Dans le milieu des années 80, mon père, Bernard, faisait des affaires en France et c'est là qu'il a vu pour la première fois le potentiel de la cogénération, qui était utilisée pour alimenter des usines de pâte et papier. C'est ce qui a mené à la mise en service en 1990 de la première centrale de cogénération au gaz naturel du Canada, à Kings et Falls. Et c'est dans le cadre de l'APR 91 que nous avons réussi à négocier un premier contrat de 20 ans avec Hydro-Québec pour l'achat d'électricité produite par l'usine et Énergir pour l'approvisionnement en gaz naturel. En plus de ce contrat, Cascade, qui était désireuse de poursuivre le développement de sa filière énergétique, a également répondu à l'APR 91 et a obtenu 5 contrats de petites centrales hydro que nous exploitons toujours, East Angus, Buckingham, Beauport, Forestville et Rimouski. Cascade Énergie a donc fait place en 1995, Michel en parlait tantôt, à Boralex, dont la puissance installée
de son portefeuille d'actifs s'élevait alors à 50,5 mégawatts, dont 30 mégawatts étaient de la covénération. Pas beaucoup de renouvelables à ce moment-là. L'APR 91 nous a également permis de faire l'acquisition, quelques années plus tard, de notre centrale de biomasse de Seine-Terre, que nous avons rachetée d'un promoteur qui avait remporté un contrat d'achat d'électricité lors d'appels d'offres de propositions restreintes. Les appels d'offres éoliens des années 2000 nous ont ensuite permis d'importer au Québec le savoir-faire que nous avions développé depuis quelques années en France. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, avant les premiers appels d'offres, le marché québécois était très peu favorable à la production de ce type d'énergie, pour ne pas dire qu'il était complètement fermé. Bernard Lemaire, qui était alors le président du conseil d'administration de Boralex, croyait que l'avenir était porté par le vent. Alors même si nous n'avions aucune expérience dans le domaine, nous avons commencé à acquérir chez nos cousins français de petits projets éoliens pour apprendre et développer notre propre méthode de travail. Ce bagage acquis, au début des années 2000, nous a permis de poursuivre notre expansion française et nous permet aujourd'hui d'être le plus grand producteur indépendant de ce pays et de participer à plusieurs opportunités de croissance québécoise pour se classer dans les 3 plus grands producteurs d'énergie éolienne au Québec. J'avais marqué le 2e, là, mais je ne suis plus sûr depuis l'acquisition que vous avez faite. J'ai changé ça pour les 3. Je suis sûr que je rentre dedans. Il y a 20 ans, peu de gens au Québec s'intéressaient à l'industrie éolienne, notamment parce que l'éolien demeurait coûteux en comparaison à d'autres formes d'énergie. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'éolien est maintenant une des sources d'électricité les plus abordables à travers le monde et est ici bien moins cher que toute nouvelle centrale hydroélectrique. De plus, le Québec a la chance de pouvoir compter sur des développeurs expérimentés et des manufacturiers qui ont su se tailler une place parmi les leaders en Amérique du Nord. À nous tous réunis sur ce panel et aux promoteurs, constructeurs, opérateurs et manufacturiers présents dans la salle, je nous dis bravo. Nous avons réussi à développer ensemble une industrie et une expertise pointue au Québec en matière d'énergie éolienne. Une expertise qui a su attirer l'attention de nos voisins du Sud, de même que celle des marchés internationaux. Je me tourne vers mon collègue Alexandre, dont l'usine de LM Wind Power en Gaspésie fait partie de l'une des entreprises manufacturières de pales la plus importante du monde. Un véritable succès, all made in Québec, dans une belle région québécoise qui exporte encore aujourd'hui leurs produits. Mais c'est bien beau compter sur l'exportation pour continuer d'avoir une industrie éolienne forte et présente au Québec. Encore faut-il avoir, avant tout, un marché local qui permet de soutenir les investissements ici. Parce que lorsque on évalue le succès d'un secteur d'activité économique, on le fait d'abord en regardant les investissements en argent et par la création de valeur ajoutée qui provient, par exemple, des innovations technologiques qu'on y fait. Il faut bien se rendre à l'évidence qu'à court moyen terme, il n'y a pas d'opportunité de développement au Québec. On l'a bien vu avec le projet Appuyat. C'est un projet compétitif qui constitue un premier projet de nation structurant pour l'ensemble des communautés Innu, qui est une source de fierté qui permettrait de créer des centaines d'emplois dans une région où l'offre se fait de plus en plus rare et qui, de surcroît, arrive à point avec la fin des surplus d'Hydro-Québec. Bien que le projet ait été reporté et non annulé, je trouve que c'est un bel exemple du marché dans lequel nous naviguons en ce moment. Je ne veux pas être défaitiste, et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas non plus nostalgique. Au contraire, j'espère simplement que le Québec continuera à miser sur une diversification technologique de production d'électricité, ainsi que des acteurs qui la déploient. Je répète, ainsi que les acteurs qui la déploient. Plus que jamais, il faut capitaliser sur les forces de chacun et sur une mise en commun de notre intelligence respective si on veut être en mesure d'atteindre les cibles de la transition énergétique et trouver des solutions rapides et efficaces pour notre planète. Car il est là le grand enjeu. Et en fait, c'est le seul enjeu qui compte vraiment. Alors, tant mieux si les communautés locales et les Premières Nations peuvent bénéficier de ces opportunités comme elles ont pu en bénéficier dans le passé. Selon un rapport produit par la firme Aviseo Conseil, les versements
aux différentes communautés atteignent près de 120 millions annuellement, et ce, sans compter les retombées économiques directes et indirectes pendant la construction et l'opération des parcs, et les programmes de dons et commandites. Mais bien sûr, lorsque les comptables font des bilans qu'ils rendent publics, ils excluent ces retombées économiques et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est extrêmement déplorable, pour ne pas dire plus. Nous pouvons être fiers en tant qu'industrie éolienne québécoise du chemin parcouru, mais en vérité, le marché de l'énergie est en pleine transformation. Et aussi décevant que cela puisse paraître, nous ne pourrons malheureusement pas transposer le modèle que nous avons développé au début des années 2000 à cette nouvelle réalité. Nous devons évoluer et trouver de nouvelles manières de nous réinventer. Et si ce n'est pas au Québec, ce sera ailleurs. Je persiste toutefois à croire que le Québec a tout le potentiel, autant en termes d'expertise que de ressources énergétiques, pour devenir un véritable modèle de la lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, à quand une réelle collaboration pour trouver la nouvelle formule de développement pour le bénéfice de tous et chacun? Merci beaucoup.